Salut Pissama, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien et ce soir je vais vous parler un peu de jeu de rôle. Je vais rebondir sur une discussion que j'ai vue passer il y a quelques jours en passant, je crois que c'était sur Reddit à ce moment-là, mais où je l'ai vu n'a pas d'importance. C'est le thème qui est le plus important, puisque la discussion, je crois que c'était sur le sub Donjons et Dragons, pareil comme dit, pas important. La discussion avait pour thème le fait qu'un joueur se sente complètement obsolète avec l'arrivée d'un nouveau personnage joueur et qui fait, selon cette personne, mieux que tout ce que lui est capable de faire, ce personnage-là est capable de mieux le faire. Et donc, il y a cette impression d'avoir un personnage qui est complètement obsolète. Alors, ma question, ça va être comment est-ce qu'on gère quand on est joueur et qu'on a un perso dont on a l'impression qu'il est complètement inutile. Pour habiller ça, je vais vous parler d'une de mes dernières parties de jeu de rôle en tant que joueur, qui a eu lieu au Schlokunspiel, où j'ai joué à Chroniques oubliées contemporaines sur un scénar d'enquête. Et j'avais créé mon personnage pour faire simple. Imaginez un policier qui soit très procédurier, qui connaît bien les lois françaises, qui a des bons contacts avec des gens pour l'aider lors de l'enquête, l'instruction d'une enquête, même si c'est pas lui qui va diriger l'instruction, puisque ça c'est le juge ou le proc. Si je me trompe, que quelqu'un qui s'y connaisse en droit français me corrige, hein, je fais sur les quelques petites connaissances que j'ai et la chaîne YouTube, vous avez le droit. Si vous l'avez pas encore vue, si vous la connaissez pas, je vous invite à aller la regarder. Je mettrai le lien en bas. C'est une grande chaîne, je pense que vous la connaissez. Mais voilà. Et aussi peut-être c'est pas sur FC. Mais bon, c'est pas important. Euh, et, euh, et le début de l'enquête a commencé en France. Enfin, à côté, Monaco, pour être précis. Et je m'attendais à ce que... on retourne en France pour la suite, parce que on nous a fait comprendre qu'on était des Français. Et quelle ne fut pas ma surprise de me rendre compte que le scénar nous emmenait à New York. Et 90% de l'enquête a eu lieu là-bas. Les seuls moments où on a eu à revenir en France, c'est pour confronter, enfin plutôt rapporter nos découvertes à notre client, puisqu'on était une équipe qui était membre d'une... Enfin, qui avons créé ensemble une agence de détectives privés. Et, et donc voilà, me voilà catapulté avec mon perso, mon ancien flic français, qui se retrouve catapulté à New York et qui ne sait pas, il connaît rien de là-bas, il sait rien faire de précis, il a pas de contact. Le contact que j'ai essayé de gratter, le MJ m'a juste mis un gros smash dans la tête et m'a fait comprendre que je pouvais aller me faire voir. Donc j'ai pas insisté de ce côté-là. Et à la limite, j'aurais pu encore, si vraiment l'enquête tournait très mal, savoir me défendre parce que j'avais mon ancienne arme de service. Mais voilà, donc en gros, à part au moment où il y avait une scène d'action, mon personnage était complètement inutile parce qu'il avait juste ses stats pour essayer de faire quelque chose. Et les dés ce soir-là n'étaient pas cléments. Donc, déjà là, vous avez un autre cas où votre perso peut vous paraître complètement inutile. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Alors, si c'est pour un one-shot comme j'ai fait là, il y avait des choses à faire. Pas participer à l'enquête, puisque apparemment pour l'enquête, tout ce que j'essayais de faire se faisait smasher parce que c'était soit la mauvaise idée, soit les dés disaient non. Donc, j'ai fait toutes les actions qui ne nécessitaient pas de jet de dés. Je me suis concentré sur tout ce qui était la logistique pour aider l'équipe et avancer. Préparer les déplacements. Trouver un hôtel. M'occuper d'essayer de trouver des gens capables de répondre à nos questions. Et même, généralement, bon, cette dernière-là, ça s'est souvent mal passé parce que ça finissait avec un jet de dés et avec mon bol habituel, un échec.
Donc voilà. Donc en fait, mon perso était pas très utile. Mon utilité était plus dans le méta-jeu. Parce que autour de moi dans la table, il y avait un autre joueur qui était un expert, on va dire, quelqu'un qui était habitué, qui a fait beaucoup de jeux de rôle. Ça se sentait à la manière de parler, à la manière de jouer. Les deux autres en face de moi m'avaient l'air un peu plus débutants. Enfin, débutants. Ils n'ont pas mis autant d'heures que nous deux, que les deux à l'autre côté de la table. Mais c'était pas non plus des bleusailles complètes, ils savaient jouer au jeu de rôle. C'est juste qu'ils étaient peut-être un peu moins habitués au JDR contemporain et au JDR d'enquête. Voilà. Donc, essayez de profiter un peu par 2-3 remarques de méta de jeu, essayez de leur donner des idées pour les aider à avancer et à faire. Parce qu'apparemment, eux le dé étaient d'accord avec eux, le MJ était d'accord avec eux, donc ça avançait de leur côté. Donc le but, c'était d'essayer de leur donner des infos, de leur donner des suggestions, de leur donner des idées pour qu'on puisse avancer dans l'enquête. Au final, l'enquête, on avait compris en tant que joueur où était le problème, enfin, quelle était l'intrigue. On avait compris même la conclusion de l'enquête, mais on n'avait rien pour le prouver. Autrement dit, ça n'a pas été un échec complet. On a fait notre rapport à la bonne personne, à notre commanditaire, on lui a expliqué le truc. Le seul truc qu'on n'avait pas la preuve, c'était que notre commanditaire était la source de 90% des emmerdes qu'on a eu depuis le début. Et voilà, on le savait en tant que joueur, nos personnages ne le savaient pas. Et j'ai une notification qui part, donc je vais couper mon son pour que ça recommence plus. Donc voilà. Malgré tout, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Maintenant, revenons à notre première discussion, savoir que je joue un personnage sur un jeu de rôle et qu'un nouveau joueur arrive ou un joueur change de personnage et d'un coup, mon personnage est complètement obsolète. Qu'est-ce que je fais? Alors, déjà, si on en arrive là, le MJ a un peu merdé dans son boulot. Je vais quand même le dire. Parce que moi, c'est comme ça que je l'interpréterais si j'étais à la place du MJ sur cette table. Le MJ, il sait quel joueur il a en face sur sa table, quels archétypes de personnages il y a sur sa table, et s'il voit que quelqu'un part sur le même truc, il peut dire, attention, vous allez être deux sur le même archétype, vous allez vous marcher sur les pieds. À un moment, ça va pas bien se passer. Est-ce que tu veux pas faire autre chose? Est-ce que tu veux pas faire un truc proche, mais suffisamment différent pour que les deux personnages aient leur place dans le groupe? Parce que c'est ça le gros problème dans toute cette histoire, c'est qu'est-ce qu'on fait dans la structure de groupe, dans l'organisation du groupe, du qui fait quoi. Ben là, on se retrouve bloqué. Parce que si il y a un personnage qui effectivement remplace l'autre, ou pire, parce qu'en fait, ce qui est pire, c'est que c'est pas forcément qu'un personnage remplace l'autre, c'est qu'il y ait un des deux joueurs qui prenne la situation comme telle. Même si les deux joueurs sont suffisamment... Les deux personnages. Je vais me planter encore 2-3 fois, je vous préviens. C'est l'apéro. Eh ben, si les joueurs... Un des deux joueurs est convaincu qu'il est rendu obsolète par... Son personnage est rendu obsolète par l'autre, vous allez avoir le problème. Donc il va falloir trouver un moyen de désamorcer cette situation. Donc, mieux encadrer la création d'un nouveau personnage, vous assurer, si vous voulez éviter une bataille d'ego, parce que généralement, à un moment, ça va finir avec une bataille d'ego, eh ben, il faut un peu comprendre la dynamique de votre table et savoir vers où ça va. Donc, faire attention à ça, et surtout, le MJ, si jamais vous, en tant que joueur, vous vous retrouvez dans cette situation, premier réflexe que vous avez à avoir, c'est de prendre votre MJ à part en dehors d'une partie, pour ne pas interrompre la partie, et lui dire, j'ai un problème, j'ai l'impression que le perso de machin, il est là pour me remplacer, est-ce que tu peux pas m'aider à pivoter sur autre chose pour qu'on ait chacun notre place? Parce que si c'est vous que ça dérange, vous n'allez pas demander à l'autre de changer de personnage. C'est à vous de trouver un truc différent. Alors, dans Donjons et Dragons, il y a moyen de changer les choses assez drastiquement si on veut. Le MJ peut vous donner avec 2-3 objets un magique qui peut vous aussi changer votre direction de votre perso sans forcément réécrire ce qu'il était au départ. Bien sûr, l'autre point important, c'est de discuter avec l'autre joueur
attention, à ce moment-là, on entre dans de la résolution de conflit, donc ne pas pointer du doigt, ne pas dire tu, ne pas dire tu, ne pas dire tu. Commencez toujours par dire moi. Hein, parlez de comment vous voyez les choses. C'est ton perso, il est intéressant, mais depuis que t'es arrivé, j'ai l'impression que mon perso sert plus à rien. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose pour qu'on puisse écarter légèrement les deux personnages, les deux concepts, pour que les deux aient leur place sans se marcher dessus? C'est faisable, hein. Il n'y a aucun souci sur ça, mais il faut que les deux aient envie un peu de discuter, de modifier peut-être un peu les plans d'évolution de leur personnage pour que les deux puissent suffisamment s'écarter, pour que les deux remplissent une niche, un poste, un rôle différent dans l'équipe, et que chacun s'y retrouve. L'autre élément qui peut être différenciateur, c'est selon comment vous allez jouer votre personnage. Vous avez deux personnages qui peuvent très bien être équivalents au niveau des compétences, capacités et moyens, mais par contre, selon comment vous les jouez, vous allez changer complètement l'orientation du personnage. Donc, ça peut être intéressant de se concentrer sur le roleplay, mais des fois, les scénars, les campagnes ne vous permettent pas de vous concentrer sur l'aspect du roleplay qui vous intéresse, qui vous permettrait de vous démarquer. Et donc, soit vous trouvez un moyen de convaincre le MJ de légèrement dérailler la campagne pour recadrer votre personnage, ou bien vous allez devoir trouver une solution ailleurs. Et sinon, la dernière, mais c'est pas la solution que je recommande, parce que ça, c'est une solution qui va générer des frustrations. Vous pouvez changer de personnage. Si vous changez de personnage, on peut très bien arriver dans la situation, et c'est ça qu'il faut éviter, de l'escalade. C'est soit vous allez vouloir, de nouveau, donc vous étiez là, vous pensez qu'un joueur est rentré avec un nouveau personnage et qu'il est là. Bah vous allez virer ce personnage-là, et revenir avec un autre personnage qui va arriver là. Vous voyez où ça nous mène, ça? D'ici 4-5 séances, celui-là, il disparaît. Ça va être un jeu de con. L'autre problème qui peut arriver, c'est que vous, quand vous virez votre personnage et que vous le revenez, vous faites revenir à nouveau, et ben vous allez commencer à mettre la pression sur un autre joueur. Donc si jamais vous sortez votre personnage pour en refaire un nouveau, prenez le temps, assurez-vous qu'il ne marche pas sur un des autres personnages présents à la table. Alors c'est toujours compliqué. Ou bien, si vous voulez être plus intelligent, trouvez un personnage, trouvez un concept qui va plutôt, au lieu d'être en compétition avec un autre, être en synergie avec un autre. Trouvez le concept qui est le complément d'un des autres personnages de la table. Et ça va pouvoir peut-être vous aider aussi. Parce que comme ça, votre personnage va avoir plus ou moins une niche dans laquelle il va pouvoir se mettre et il va pouvoir être tranquille et pouvoir s'étendre et gagner en compétences et en complexité. Et en plus, comme c'est en synergie avec un autre perso, vous allez pouvoir aider quelqu'un d'autre à la table et c'est sympa. Ça, c'est très sympa. Donc, voilà. Autre moyen de se démarquer, c'est que même si vos deux personnages sont là, vous avez peut-être pas les mêmes points forts. Il y a peut-être des nuances très légères qui pourraient vous permettre de vous démarquer. À ce moment-là, concentrez-vous, sur ces nuances et accentuez-les. Rendez-les plus fortes, plus visibles, plus efficaces. Et comme ça, vous allez vous séparer de l'autre. Si l'autre, il est suffisamment intelligent, il va partir dans son coin, il va faire son perso, et il va pas essayer de vous suivre. S'il essaie de vous suivre, à un moment, il va falloir que vous ayez une discussion, parce que là, vous avez peut-être un joueur qui essaie de vous saboter. Et si ça marche pas, si vous vous sentez pas capable de discuter face à face, eh ben, le MJ va devoir jouer l'arbitre. Je suis désolé, mes amis MJ, mais des fois, c'est votre rôle aussi. Même si on n'est pas là pour être assistante sociale,
on est aussi là, des fois, pour aider à ce que les choses se passent le mieux possible, le plus simplement possible. Et donc, il faut pouvoir un petit peu savoir gérer les gens. C'est compliqué, c'est pas facile du tout. La conduite du changement et aider les gens à accepter les changements, c'est tout un métier. Et pas facile en plus. Donc, on peut pas, nous, en tant qu'MJ, faire ça. On peut au mieux essayer un peu, faire doucement, faire deux, trois trucs, regarder ce qui se passe, modifier, corriger. Mais voilà, c'est pas notre métier. Moi, j'ai eu une petite formation là-dessus lors de mes reconversions professionnelles et donc j'arriverai peut-être un tout petit peu mieux que quelqu'un qui n'est pas formé, mais pas beaucoup. Mais c'est vraiment pas facile. Donc faites très attention si vous allez là-dedans, ami MJ, parce que vous pouvez très vite foutre les pieds sur un champ de mine et la table peut vous péter à la gueule derrière. En tout cas, peut-être pas la table complètement, mais au moins ces deux-là. Et si ces deux-là, si ça se passe vraiment mal, il y en a un. Si ça se passe vraiment mal, les deux partent. Si ça se passe un peu moins mal, il y en a qu'un qui part. Mais l'objectif, c'est de les garder à la table. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Et surtout quand on en arrive à des changements qui sont pas voulus par les deux, par les joueurs. Donc, il faut vraiment arriver à pas marcher sur des œufs, mais à présenter les choses, à insuffler l'idée aux joueurs pour qu'ils apprennent et qu'ils arrivent à accepter la nouvelle situation, leur nouveau personnage ou la nouvelle orientation de leur personnage et arriver à faire quelque chose. Alors, je parle de manière très généraliste, de manière très abstraite, parce que je veux pas me concentrer sur un jeu de rôle. Je veux pas me concentrer sur un moteur. Je veux pas me concentrer. Je veux vraiment essayer de vous donner les clés. Parce que ça m'est déjà arrivé souvent, moi en tant que joueur, ça m'est arrivé aussi 2-3 fois en tant qu'MJ, avoir cette impression, et c'est vraiment pénible. Mais il y a des solutions, il y a des possibilités qui vous permettent, vous, joueurs, et vous, MJ, de réduire l'intensité, la criticité de cette situation. Parce que si les choses ne vont pas, si vous laissez les choses pourrir, eh ben, vous allez avoir deux joueurs qui vont se rentrer dedans, deux égos qui vont se rentrer dedans. Au mieux, il y en a un qui pète. Au pire, il y a les deux. Et de toute façon, le moment où ça va péter, ça va vous dégommer votre séance, voire peut-être ça va vous dégommer la table parce que les autres joueurs vont être simplement dégoûtés. Donc, apprendre à gérer les gens qui jouent autour de votre table, apprendre à gérer les égos, c'est aussi important qu'apprendre à gérer une histoire. Je suis pas la personne la plus compétente là-dedans. J'essaye. Mais étant quelqu'un qui parle généralement franchement, peut-être parfois un peu trop, c'est pas facile. Mais il y a des choses, comme dit, comme je vous ai présenté, qui sont faisables, que vous pouvez essayer en tant que joueur, que vous pouvez essayer en tant qu'MJ, pour essayer de résoudre cette situation. Elle n'est pas impossible. Le seul truc qui va être impossible, c'est si un des deux joueurs a décidé que c'était impossible. À ce moment-là, de toute façon, il est déjà parti de votre table. Il est présent physiquement, il est là autour de la table, en train d'écouter parler, de boire un coup, de discuter, de temps en temps d'intervenir, mais il est déjà parti en fait. C'est juste qu'il s'en est pas complètement rendu compte. Au mieux, il lui faudra 2-3 parties. Au pire, il lui faudra 2-3 mois. C'est comme ça que moi, je me suis rendu compte qu'à un moment, qu'en fait, j'étais sur une table, mais j'y étais plus. Parce que c'était pas du tout dans cette situation-là. Pas du tout. Donc, je vais pas aimer m'étendre. Mais des fois, les joueurs prennent du temps à se rendre compte qu'ils sont déjà plus à la table depuis un moment. Et qu'ils viennent là par habitude, par rituel, par un sens d'une obligation envers les autres joueurs. Ça, c'est le premier truc en tant qu'MJ que vous devez faire comprendre dans votre séance 0. Hein. De nouveau une notification, excusez-moi. C'est de faire comprendre que les joueurs s'engagent à être présents, mais que si ils peuvent pas, il faut qu'ils préviennent. Et s'ils en ont marre, il faut qu'ils le disent. Je n'en voudrais jamais à un joueur qui me dit ta partie, elle est sympa, ou même elle est chiante, et j'en ai marre. Qu'il me dise qu'elle est sympa ou qu'elle est chiante, je m'en fous. S'il me dit j'en ai marre, j'arrive plus à me motiver pour jouer à ta partie. Je préfère qu'un joueur me dise ça. Alors oui, ça va me faire mal au cul.
Mais je préfère qu'il me dise ça et me dise... Comme ça me laisse peut-être une séance, voire deux, ça dépend comment on arrive à négocier avec ce joueur-là, pour sortir le personnage. Et soit lui donner l'opportunité de venir avec un nouveau personnage, ou bien s'il a vraiment atteint sa limite, lui dire au revoir. Pas grave non plus. Ça va être chiant dans le sens où il faudra rééquilibrer votre campagne ou recruter un nouveau joueur. Dans tous les cas, c'est toujours un peu de boulot, c'est jamais très agréable. Ça va plomber l'ambiance pendant une ou deux séances, parce que surtout si c'est une bande de copains qui jouent. Parce que si c'est une bande de copains, en fait, quand il y en a un qui parle, les autres copains ils vont suivre. C'est un peu plus facile si c'est des étrangers. Si des gens qui se connaissent un peu moins bien, qui sont pas de très bons copains. Mais voilà. Enfin bon. Vous voyez que c'est malheureusement un problème qui a des ramifications très larges et qui est un exercice de style relativement difficile, mais c'est un problème qui peut être assez récurrent et s'il n'est pas résolu, qui peut mettre en péril une table. Donc, faites attention à ça. Si vous avez un joueur actif qui le devient beaucoup moins, essayez de voir pourquoi. Ça peut être des histoires complètement en dehors du jeu de rôle. Hein. À partir du moment où les gens ont leur vie, des fois, la vie dit simplement que t'as plus le temps pour faire du jeu de rôle. Un enfant qui arrive, un métier qui change, des problèmes dans la famille, un malade, un décès, un déménagement, un divorce. Enfin, il y a plein de raisons qui font que vous avez des joueurs qui arrivent à être moins impliqués. Vous pouvez pas leur en vouloir non plus. Il ne faut pas oublier, le jeu de rôle, c'est comme son nom l'indique, un jeu. On ne fait ça que pour passer un bon moment ensemble. Pour certains, c'est un espace d'expérimentation. Pour d'autres, c'est juste de l'escapisme. Alors, j'ai pas le mot français, mais bon, vous m'avez compris. Enfin bon, voilà. Il faut accepter le fait que, pour certains, le jeu de rôle, à un moment, ne soit plus prioritaire, ou n'ait plus le même degré de priorité. Et donc, les choses changent. Et aussi, parfois, la perception de puissance du personnage qui est importante, qui est au centre de toute cette histoire. Si la perception de puissance diminue, surtout si une autre à côté augmente, avec un peu d'envie, de jalousie, ça rend les choses plus compliquées, mais bon, on fait comme on peut avec ce qu'on a. Et il faut vraiment arriver à faire comprendre à vos joueurs qu'il y a des moyens de sortir de ces situations. Quand vous êtes joueur, il faut faire comprendre à l'autre joueur et au MJ que vous avez besoin d'aide pour essayer de résoudre ce problème qui vous gêne. Parce que oui, il vous gêne. Hein. Faut surtout pas... Quand vous avez l'impression de vous faire chier à une table pour une raison ou pour une autre, faut le dire. Que ce soit parce que vous avez l'impression de ne plus servir à rien, que vous avez l'impression que le scénario ne va pas du tout dans le sens où vous voulez aller. Alors le problème, c'est si tout le reste de la table est content avec la direction où ça va, là vous avez qu'une chose à faire, vous vous amusez plus, dites au revoir à tout le monde. Rejoignez-les quand ils font autre chose, et puis ou un autre JDR, et puis voilà. Mais voilà, faut vraiment arriver à dire quand il y a un problème. Parce que ne rien dire et continuer à venir par loyauté, même si c'est un très bon trait que vous avez là, c'est quelque chose qui rend une pratique d'un jeu, d'un hobby, ça en fait un boulot. Et à partir du moment où ça devient un boulot, on n'en retire plus la même joie. Donc, n'insistez pas. Si vous n'y trouvez plus ce qui vous rend des jeux intéressants, c'est le moment de quitter la table. Ou bien de modifier drastiquement les choses pour que vous y retrouviez un intérêt. Voilà. Je vous ai donné des pistes, j'espère qu'elles vous aideront. Donc, comme je le disais, juste pour faire un rapide rappel, parlez au MJ, parlez à l'autre joueur, pas forcément dans cet ordre d'ailleurs, vous pouvez le faire dans l'autre sens. Sachant que quand vous parlez à l'autre joueur, ne rentrez pas dans un conflit, ça sert à rien. Dites simplement ce qui vous emmerde. Ne dites pas ton personnage me fait chier, dites simplement j'ai l'impression de servir à rien depuis que ton nouveau personnage est là. C'est subtil comme différence, mais un est une attaque, l'autre est un constat. Alors l'autre, s'il a envie de s'énerver, il le prendra de toute façon mal, puisque les gens prennent mal ce qu'ils veulent prendre mal. Vous ne pouvez pas l'empêcher, il faut l'accepter. Mais dites les choses, présentez les choses de votre point de vue, et pas en attaquant, en pointant du doigt. L'autre
Troisième solution, comme je disais, c'est essayer de concentrer sur le roleplay, parce qu'après tout, le roleplay est un peu le centre du jeu quand même. Et même si vous avez des personnages proches mécaniquement, ils peuvent être différents au niveau de la personnalité, au niveau du jeu de rôle, donc vous pouvez vous concentrer là-dessus. Si ça marche pas, changez de personnage. Et à ce moment-là, cherchez des synergies. Chercher des synergies avec d'autres personnes à la table. Et voir carrément, demander aux autres joueurs qu'est-ce qu'ils aimeraient bien voir à la table. Si jamais l'option de recréer un perso vous intéresse pas, essayez d'hyper spécialiser votre personnage sur un chemin qui est différent de l'autre. Même s'il est proche, ils peuvent être suffisamment différents pour donner leur intérêt aux deux personnages. Et donc voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Ça fait un petit moment que je parle. J'avais beaucoup de choses à vous dire là-dessus. J'ai encore 2-3 autres choses à vous dire parce que mais c'est plus en liant le sujet. Donc si c'est tout ce qui vous intéressait, je vous dis à la prochaine fois. Si les autres, je vous avais promis une discussion un retour autour du jeu de rôle Saint Seiya. Malheureusement, c'est pas un JDR officiel, donc c'est un JDR qui a été créé par le MJ, le gars qui avait fait In Consiglio des Rooms. Donc, je peux pas vous le présenter, je peux pas vous l'expliquer, parce que c'est un jeu homebrew. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt que je vous en parle plus. Dommage, parce que moi j'ai bien aimé, la partie était très sympa. C'était du bon Saint Seiya, on a bien rigolé, donc c'était une très bonne soirée pour ça, c'était génial. MJ qui se fait appeler Fab, merci, hein, si tu vois cette vidéo, c'était vraiment une très bonne partie. La discussion qu'on a pu avoir avant m'a donné 2-3 idées pour mon JDR, merci beaucoup. En parlant du JDR, je suis en train, justement, je l'ai peut-être à côté de moi. Ouais, je l'ai à côté de moi, je sais pas ce que ça va donner, si ça va se voir beaucoup. Ça, c'est le début d'un système de magie qui va être par mots-clés. Je suis en train de le poser, d'essayer de le construire. C'est pas facile, mais je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple pour le système que j'ai. Prochaine étape, c'est l'équipement, l'armure et les armes. Et encore la magie, comme dit, c'est un truc qui est hyper puissant, mais je pense que je vais pas le rendre tout de suite actif, parce que je veux faire un jeu de rôle low fantasy. Et en low fantasy, il n'y a quasiment pas de magie, ou très faible. Donc je vais peut-être nerfer un peu la magie, on verra bien ce qui se passe. Et ça veut dire aussi, si je veux partir en low fantasy, qu'il va falloir que je baisse un peu les enjeux, que je baisse un peu les adversaires qui viennent dans mon univers, parce que si là, je pars d'un univers humain uniquement et je les catapulte dans un monde high fantasy, c'est pas forcément une bonne idée. Je vais plutôt essayer de rester dans la low fantasy. Enfin bon, voilà. J'ai fait un test de création de personnages sur mon système, ça marche. Je suis pas encore tout à fait content. J'aimerais rajouter 2-3 trucs. C'est pas facile. La création de perso, c'est vraiment l'exercice le plus difficile dans un système. Je pense que la plupart des gens vous le diront. Mais au moins le thème, je le tiens. Dans la création de perso, maintenant, c'est peaufiner les mécaniques. C'est d'ici peut-être, une semaine ou deux, je vais peut-être arriver à vous faire une vidéo là-dessus, ou bien carrément juste filmer une session de travail, pourquoi pas. Je sais pas. Est-ce que ça vous intéresse, une session de travail comme ça, de moi qui me casse la tête pendant 1 heure, 90 minutes, à essayer de trouver une solution à un problème donné? Est-ce que ça vous intéresse? Si ça vous intéresse, faites-le savoir. Et puis voilà. Je vais rajouter une petite vidéo après celle que je suis en train d'enregistrer là. Puisque maintenant j'ai enfin un appart, je peux enfin me filmer un peu en cuisine et je vais vous présenter Je vous avais dit que la cuisine, ça faisait partie des choses que j'aimais bien faire et pas que la cuisine, puisque là je prépare un petit truc pour Noël, un petit truc sympa. Et je vais vous le présenter en vidéo juste après, le fondu au noir, là, dans quelques secondes. Et puis voilà. En tout cas, merci pour votre attention. Surtout que ça fait maintenant 1 demi-heure que je cause. Merci beaucoup si vous êtes encore là, pour les quelques-uns qui êtes encore là.
Euh, je vous dis à la prochaine vidéo, qui parlera peut-être un peu de Diablo 4, puisque j'ai repris la saison 2, qui parlera bientôt de Cyberpunk Phantom Liberty, si j'arrive à le finir, parce que je suis en train de refaire un perso, donc je suis en train de regrinder tout. En tout cas, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à tous à bientôt, peace next ball. Salut Bissama, bonjour YouTube. Petit ajout bonus, juste pour vous parler d'un quelque chose que je suis en train de faire. Alors, excusez le bordel derrière, je viens de finir de cuisiner. Mais je vais vous parler de ce petit machin-là. C'est ce que je prépare en ce moment. Je vois ça comme une liqueur de Noël, pour faire simple. C'est une bouteille de vodka de 750 ml dans laquelle j'ai rajouté un sirop simple que j'ai fait avec 250 grammes de cassonade parce que j'avais que ça sous la main et la moitié d'eau, donc 125 millilitres d'eau. J'ai jeté quelques épices dedans, donc un peu de clou de girofle, un ou deux, pas beaucoup, hein, parce que ça donne vite beaucoup de parfum. Pareil, 2 ou 3 anis étoilés, 2 ou 3 bâtonnets de cannelle. J'ai balancé dedans le zeste d'une orange et les suprêmes de la même orange. J'ai rajouté quelques bâtonnets de gingembre. Vous pouvez peut-être voir, mais ce n'est pas dit, ouais, juste au fond là, deux bâtonnets de vanille. Vous voyez des choses qui flottent au-dessus, ce sont des pommes. J'ai mis une Granny Smith et une Jazz pour un côté un peu acidulé, un côté un peu sucré. Vous pouvez mettre d'autres pommes, il n'y a vraiment aucun souci. Mettez des fruits de saison, c'est ça l'idée. Je vais rajouter d'ici quelques jours une poire Williams, parce que c'est un fruit que j'aime bien et qui est un fruit de saison chez nous, donc voilà. Et tout ça, ça va gentiment macérer jusque... alors que j'ai un sachet de sauce piquante qui reste de hier soir qui traîne. Et je vais rajouter... donc je vais laisser macérer ça jusqu'à Noël et ça va être très sympa. Si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à vous lancer, hein, faire des macérations de fruits comme ça. C'est super facile, c'est super bon. Attention, ça peut taper assez fort selon comment vous rajoutez de la... selon le degré d'alcool que vous voulez. Si c'est trop fort, vous rajoutez de l'eau ou du sirop. Si c'est pas assez sucré, si c'est pas assez fort à votre goût, vous rajoutez un peu de vodka. Et puis voilà. Profitez bien. Faites attention à vous quand même, parce que c'est quand même... ça peut cogner assez fort si vous n'avez pas l'habitude. Et puis voilà, profitez bien et à bientôt.